Donc nous attaquons la troisième séance qui s'intitule le développement de l'agriculture et de la population en Europe jusqu'au début du XXe siècle, donc de l'Antiquité au début du XXe siècle. Donc les révolutions agricoles antiques, médiévales et des temps modernes. Je rappelle que la révolution agricole, ça veut simplement dire changement de système agraire. C'est pas une question de vitesse et c'est pas une question de revenir à la même chose. C'est un vrai changement de système. Voilà, c'est la seule définition. Alors, donc premier point dans l'Antiquité, le déboisement s'achève sur le pourtour méditerranéen et progressivement en Europe occidentale, et un nouveau système basé sur les cultures de céréales, concentré sur une petite fraction du territoire qui est resté cultivable, que les latins appelleront l'agère, les champs en fait. Les cultures de céréales se concentrent sur cette partie du territoire resté cultivable qui est très restreinte. Les autres terrains déboisés sont exploités par les animaux domestiques herbivores principalement, qui fournissent de la force de traction, de tirer l'arère, qui servira à préparer les terres à céréales, qui servent aussi à renouveler la fertilité des terres céréalières par le processus du pâturage de jour sur les terres non cultivées qu'on appelle le saltus en latin, et parcage de nuit. Donc c'est vraiment les animaux qui transfèrent de la matière organique qui contient de la matière minérale nécessaire à la nourriture des plantes, qui les transfèrent depuis le saltus inculte, devenu inculte, et les terres céréalières sur lesquelles se succèdent tous les 2 ans, en gros, une année de culture de céréales et une année de jachère. Donc c'est ça l'essence des systèmes à jachère, de culture attelée légère de l'Antiquité. Pour dégrossir le parcours que nous allons faire, au Moyen-Âge, nous verrons que dans l'Europe du Nord-Ouest, ce système change complètement du fait de la généralisation d'un nouveau système d'outillage qui est basé sur la faux, la charrette, donc les possibilités de récolter du foin, de faire passer l'hiver aux animaux à l'étable, donc de fabriquer du fumier et de transporter ce fumier sur les jachères où il faudra l'enfouir et où l'arère devient insuffisante. Et la charrue, qui est une invention un peu antérieure au Moyen-Âge, la charrue sera le moyen d'enfouir ce fumier. Donc c'est un vrai nouveau système technique, un nouveau mode de défrichement des terres, un nouveau mode de renouvellement de la fertilité, et c'est donc un nouveau système beaucoup plus productif que le système antique qui se développe avec la révolution agricole du Moyen-Âge. Néanmoins, ce système a des limites. Il comporte encore des jachères ce système entrera en crise, nous le verrons, à la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle. Cette crise multiface, on en parlera, entraînera une destruction de la moitié ou peut-être les 3/4 de la population de l'Europe occidentale au XIVe et XVe siècle, et ce système ne se reconstruira et cette population ne se reconstituera que en fait au fin XVe, XVIe siècle. À partir de là, il y a quelques siècles de relative stagnation du système, mais à partir du XVIe siècle dans les Flandres, XVIIIe siècle en Angleterre, et puis XVIIIe, XIXe dans le reste de l'Europe,
un nouveau changement de système se produit, qu'on appelle la première révolution agricole des temps modernes, parce qu'elle coïncide dans le temps et elle est en relation très étroite avec la première révolution industrielle, qui consiste au fond à cultiver les jachères, principalement en culture fourragère, ce qui permet d'augmenter le bétail, d'avoir plus de fumier et d'augmenter finalement toute la production végétale destinée aux hommes et aux animaux. Et cette révolution agricole va donc se dérouler, on va dire, du XVIe siècle en Europe jusqu'au XIXe siècle, et elle va porter l'économie agricole de l'Occident européen. Donc au temps moderne, elle va porter cette économie à un niveau inconnu jusque-là, et la population à un niveau également inconnu jusque-là. Et c'est avec cette révolution agricole seulement que disparaîtront, en gros, en Europe occidentale, les disettes et les famines. Pour la première fois, l'agriculture nourrira tout le monde, y compris en mauvaises années. Pour la première fois, l'agriculture fournira un surplus au-delà des besoins des paysans eux-mêmes, qui sera largement suffisant pour permettre de développer des autres secteurs qui ne produisent pas de nourriture, mais qui utilisent de la main-d'œuvre, qui sont les secteurs industriels, commerciaux, étatiques. Donc voilà un peu l'objet de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan agricole, au moins dans nos pays en Europe occidentale. Voilà donc l'objet rapidement parcouru de notre travail d'aujourd'hui. Alors, premier point, la révolution agricole de l'Antiquité. Ah, ça marche quand ça le... Non, c'est des moyens simples. Alors, je ne sais pas si je suis sur le bon bouton. C'est mieux comme ça? Bon. Alors bon, j'ai fait un plan de principe. Alors donc, premier point, définition, les systèmes céréaliers à jachère pratiquement biennale, et à culture attelée légère, qui se développent dans les régions tempérées, en gros depuis la Haute Antiquité, qui se développent depuis la Haute Antiquité au Moyen-Orient, dans l'Antiquité sur le pourtour méditerranéen, et à la fin de l'Antiquité dans l'ensemble des régions occidentales, y compris l'Europe tempérée froide. Donc des systèmes de culture attelée légère dont je vous ai donné le principe. Bon, ce sont des systèmes céréaliers donc qui fonctionnent sur jachère, annuels en général, et qui sont complétés par un élevage pastoral qui exploite les terres non cultivables et qui contribue au travail par l'attraction de l'araire, par le transport sur bas et au renouvellement de la fertilité, donc en transférant de la biomasse depuis les terres incultes, les pâturages on va dire, jusqu'aux terres cultivées, les champs on va dire. Alors, l'origine, c'est effectivement la fin des systèmes de culture sur abatis brûlis. C'est-à-dire, à partir du moment où le déboisement est tellement important qu'on ne peut plus continuer à faire de la culture sur abatis brûlis, puisque, en gros, nulle part, les arbres repoussent suffisamment longtemps et assez pour qu'on puisse continuer ce système. Donc ça se produit, comme je vous le disais, à peu près au début de l'âge des métaux en Occident, mais ça ne se produit pas nécessairement d'un seul coup. Il peut y avoir des phases de déboisement, puis d'abandon de la culture pour aller retrouver des boisements ailleurs, qui sont de moins en moins des boisements vierges, mais de plus en plus souvent des boisements secondaires de faible biomasse. Et quand ce système qui consiste au fond à aller jusqu'au bout de la destruction du boisement et à aller retrouver un boisement ailleurs qui a peut-être été abandonné 10, 20 ou 30 ans précédemment par d'autres villageois qui se sont eux-mêmes déplacés, mais à la fin des fins, on ne trouve plus de boisement
exploitables par Abati-Bruli, il reste des boisements. Il reste la taïga, il reste les forêts d'altitude, il reste des forêts sur pente absolument inaccessibles, il reste des forêts sur les bas-fonds mouilleux où on ne peut pas vraiment cultiver, il reste des boisements sur des potzols du genre sable de Fontainebleau, il reste des boisements sur des terrains caillouteux, mais tout ça, c'est pratiquement pas cultivable. Donc, les boisements cultivables, les forêts cultivables, arrivent à être épuisées région après région, depuis l'est de la Méditerranée jusqu'à l'ouest de la Méditerranée, et puis de la Méditerranée, on va dire, jusque presque à la taïga norvégienne, suédoise, russe. Donc, arrive un moment où les changements de place ne permettent plus de continuer à survivre. Alors, cela dit, c'est pas parce qu'un système ne fonctionne plus qu'on a nécessairement les moyens et le savoir-faire pour mettre en place un nouveau système. En effet, bien entendu, on ne peut plus cultiver les terrains en pente les plus érodés, mais on peut encore cultiver les terrains, au contraire, qui sont dans les fonds, pas trop humides, qui sont dans les replats de plateaux, qui sont dans les creux du terrain, même sur un terrain calcaire, il peut y avoir des dolines, où se concentre la terre qui a été arrachée par l'érosion, les éléments fins, et où se constitue un sol relativement épais qui est éminemment cultivable. Simplement, on ne peut pas cultiver céréales sur céréales sur céréales dans un tel milieu pour plusieurs raisons. La première, c'est que entre deux céréales, l'herbe qui pousse représente une biomasse bien maigre, et qu'on la fasse brûler en été pour avoir des cendres, ou qu'on la enfouisse avec quelques outils, de toute façon, ça représente un recyclage de matières organiques et minérales qui est généralement trop faible pour entretenir des rendements en céréales suffisants. Il y a des exceptions, mais en général, c'est pas suffisant. Il y a pas, et même si on laisse cette biomasse inculte, c'est-à-dire les herbes sauvages, se développer entre 2 années de culture, c'est-à-dire si on instaure une jachère, les cultures de céréales d'hiver durant 9 mois, la jachère qui va séparer 2 cultures de céréales, si on fait une rotation de 2 ans, ça va être une jachère d'une 15aine de mois. Mais si on fait ça, on se retrouve devant un tapis herbacé au moment des semis d'automne, 2 ans après avoir fait la même chose, on se retrouve devant un tapis herbacé qui n'est peut-être pas suffisant pour, en le détruisant et en l'enfouissant, constituer un renouvellement de la fertilité suffisant, mais qui est bien suffisant pour être un vrai stock d'herbes sauvages qui va nuire terriblement à votre culture de céréales qui suit. C'est-à-dire que laisser la jachère pour reconstituer la fertilité, 1, c'est insuffisant. 2, laisser la jachère, c'est extrêmement dangereux parce que c'est le meilleur moyen de favoriser la multiplication des herbes inutiles, qu'on appelle du coup les mauvaises herbes, parce que si elles sont encore présentes pendant la culture, eh bien, elles vont être des concurrents terribles et inutiles pour l'homme de la culture qui sont les céréales. Donc, quelque part, cette jachère, elle est très ambiguë. Elle ne reconstitue pas une fertilité suffisante et en même temps, c'est une machine à fabriquer, à réduire la fertilité utile par concurrence des herbes inutiles, on va dire, sans simplifier. Donc, le système est littéralement en crise. Si on ne trouve pas un moyen de défricher correctement cette jachère, de lutter sérieusement, efficacement contre les mauvaises herbes, mais ce moyen, on va le trouver parce que les civilisations de la haute antiquité moyenne-orientale, on va dire, c'est-à-dire de la Mésopotamie, de l'Indus et de la vallée du Nil, qui sont bien antérieures à ce dont nous parlons, hein, ça date de moins 5000 par rapport à aujourd'hui, le début des civilisations des grandes vallées dont on vient de parler. Et ce dont nous parlons, c'est quelque chose qui se passe il y a 3000 ans, hein, donc 2000 ans après.
Eh bien, ces civilisations de la haute antiquité ont eu le temps, ou ont mis au point, effectivement, des nouveaux outils de travail du sol, qui sont évidemment différents des haches et des herminettes, qui sont en gros les houes et les bêches. C'est-à-dire des lames métalliques, ou en tout cas des lames ferrées, qui sont très solidement emmanchées à un long manche qui sert de bras de levier et qui, dans le cas de la houe, est perpendiculaire, et dans le cas de la bêche, est dans le prolongement de la lame. Un de ces outils, on peut l'enfoncer dans le sol par pression du pied, on peut découper une motte de terre, et grâce au bras de levier solide, donc grâce à une technique du fer et de l'acier trempé déjà évoluée, on peut soulever cette motte en tirant sur le manche. Ensuite, elle est cassée, elle est détachée de son substratum herbacé. On peut la retourner, on peut la casser, on peut faire sortir petit à petit les rhizomes de chien-dent, on peut enfouir les graines qui n'ont qu'une envie, c'est de germer, et on peut donc réaliser ce qu'on appelle un labour, qui est un retournement du sol, retournement du tapis herbacé et on va dire brisement du tapis herbacé et émiettement du sol superficiel. On peut faire la même chose avec une houe, cette fois en balançant la houe d'arrière en avant, et c'est un outil à percussion. On lit souvent que la bêche est un outil à percussion. Il faut croire que les gens qui écrivent ça ne se sont jamais servis d'une bêche. La houe est un outil à percussion, la bêche est un outil à pression. On ne peut pas confondre les deux. Et la houe, on détache une motte de la même manière, on la tire en la retournant, et puis on la brise avec la tête de la pioche, et on réalise à peu près les mêmes opérations. La houe est évidemment beaucoup plus commode sur les pentes, et la bêche, parce qu'on pioche devant et on tire vers le bas la terre. Et ça, ce sont les outils à labourer. Labourer, synonyme de labeur, labour à bras. Donc, dans l'Antiquité, il n'y a de labeur que à bras. Et si vous voulez nourrir une famille, il faudrait labourer au moins chaque année, avant les semis, il faudrait labourer au moins 3-4 hectares de terre, multiplié par 3-4 quintaux nets, 5 quintaux bruts, moins les semences, moins les pertes, ça fait 3 quintaux nets, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant, si on y réfléchit bien. Et il faut avoir au moins 3-4 hectares de céréales si on veut avoir 10 quintaux de grains pour nourrir 4-5 personnes. Bon, eh bien, en gros, si on fait ça à la bêche ou à la houe, on n'y arrive pas. On peut peut-être vivoter, survivre dans les meilleurs endroits, mais ce système il a des performances de rendement, de surface par travailleur et donc de productivité qui sont pratiquement insuffisantes. Alors, qu'est-ce qui va rendre finalement nettement plus viable ce système de culture céréalière une année sur deux, qu'on ne peut pas entièrement, donc jachère céréales, qu'on ne peut pas entièrement labourer à la main? Eh bien, c'est le premier grand instrument de traction animale qui vient de Mésopotamie, où il a été mis en place il y a 5000 ans, peut-être plus. Il y a des gravures qui datent de 5-6 000 ans. Et qui représentent des arrières, et pas seulement des arrières, mais derrière la pointe de l'arrière, il y a même un petit semoir, c'est-à-dire que ce sont des arrières semoirs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du semi-direct. Derrière une pointe traceuse, il y a un semoir qui sème directement dans le petit sillon ouvert par l'arrière. Et il y a donc ces arrières. Et un arrière, ça peut évidemment travailler, arriérer, il n'y a pas d'autre mot, on ne peut pas dire labourer, un arrière ne laboure pas. Alors si vous voulez dire comme les latins, ils disaient ararer, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas arriérer. Ça nous éviterait beaucoup de contresens. Alors donc, on peut arriérer facilement 3-4 hectares, et on peut même le faire à l'automne avant les semis. Ceci dit, l'arrière ne fait que scarifier le sol.
elle trace un petit sillon de 6-7 cm de profondeur, elle éclate un peu le sol, donc elle déchausse les mauvaises herbes, mais elle ne retourne pas et elle ne réalise pas un vrai labour. Mais cela dit, si on passe l'arère dans un sens, et si ensuite on la passe par le travers, non pas en sens contraire, mais en direction contraire, en direction à 90 degrés, on fait 2 passages d'arère qu'on appelle des passages croisés, où on dit je passe l'arère et je croise un deuxième coup. Alors donc 2 passages croisés d'arère, ça vous extirpe pratiquement toutes les mauvaises herbes. Ça ne les enfouit pas, ça ne les détruit pas. Il faut, si on veut vraiment que ça ait un effet, il faut ramasser ces herbes, il faut les mettre en tas et les brûler ou les mettre de côté et en débarrasser le champ. Sinon, les rhizomes, évidemment, le chien-dent, par exemple, referont des petits. Cela dit, quand vous faites ça, les graines de tout ce qui a eu le temps de fleurir et de grainer avant le passage d'arère, les graines, elles vont être là et elles vont se semer en même temps que les céréales que vous allez semer par derrière. Et pour enfouir vos céréales, vous repassez encore un coup d'arère, voire un coup d'arère croisé. Mais ça n'empêche pas les graines d'être semées en même temps que vos semences de blé ou d'une autre céréale, et donc ça ne les empêche pas de germer. Alors, comment on fait pour éliminer les plantes à graines, les plantes annuelles qui se reproduisent par graines? Eh bien, vous labourez votre jachère, vous arrêrez votre jachère plusieurs fois dans l'année. Vous venez de faire 9 mois de céréales, vous récoltez vos céréales en juin-juillet, eh bien, dès les premières pluies d'automne, les mauvaises graines, les graines de plantes annuelles de la jachère vont germer. Elles vont monter, quelques-unes auront le temps de fleurir avant l'hiver, et voire de faire des graines. Alors comment est-ce qu'on détruit ça? En faisant pâturer la jachère. C'est-à-dire que l'arrérage, c'est fait pour faire germer les mauvaises herbes, et le pâturage, c'est fait pour les empêcher de regrainer, indépendamment du reste. C'est donc une technique d'alternance des arrérages croisés, des germinations sauvages, si je peux dire, et des pâturages empêchant le regrainage. Mais beaucoup de graines sont dormantes, et donc au printemps suivant, il y a d'autres graines qui vont germer. Donc, dès qu'elles auront germé, fleuri, et qu'elles auront tendance à grainer, il faut les faire pâturer. Il faut re-arrérer au printemps pour les ressemer, si je peux dire, les faire germer, et il faut refaire du pâturage quelque temps après pour empêcher de fleurir, de grainer, etc. Et puis au moment des semis, vous faites un 3e passage croisé d'arrère pour préparer vos semis. Vous faites vos semis et vous refaites un passage d'arrère. Donc, une jachère, ça n'a pas grand-chose à voir avec une terre qui se repose. C'est un contresens absolu. C'est un contresens absolu aussi de penser que c'est la biomasse des herbes sauvages pendant l'année de jachère qui renouvelle la fertilité, puisque vous passez votre temps à l'empêcher de se développer, cette biomasse. Et c'est un autre contresens de dire si je fais pas, c'est parce qu'on fait pâturer les jachères qu'on renouvelle la fertilité des céréales. Tout ça, c'est des âneries qui n'ont pas de sens. Quand il suffit de suivre la circulation sur le champ de la biomasse et de la matière minérale pour comprendre que tout ça, c'est des vieilles lunes qui... absurdes, quoi. Absolument absurdes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce système-là pendant 15 mois? Pourquoi? Eh bien, parce que il faut effectivement renouveler la fertilité des terres à céréales. Et puisque la biomasse de la jachère, surtout traitée comme on vient de le dire, mais de toute façon n'est pas suffisante pour renouveler cette fertilité, eh bien la solution qui a été trouvée dans l'Antiquité, puisque le système s'est perpétué ensuite pendant 1000 ans ou 2000 ans, c'est donc que ce système est marché plus ou moins.
Et c'est bien à cette époque qu'il a été trouvé, puisque avant c'était le système boisé. Donc, dans cette Antiquité, eh bien, ce qu'on a inventé pour renouveler la fertilité des terres à céréales pendant cette année de jachère, eh bien, c'est de emmener tous les jours le bétail pâturer le Celtus aux heures où le bétail mange, c'est-à-dire un peu avant le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand il fait très chaud, peut-être même on peut les ramener à midi, et le ramener, en tout cas avant qu'il ait laissé ses déjections de la journée sur le Celtus, parce que ça sert à rien, enfin en tout cas ça sert pas aux céréales, et de le ramener aux heures où il a le plus grande chance de restituer ce qu'il a mangé comme biomasse, enfin en tout cas les 90% de ce qu'il a mangé, de le ramener sur les jachères. Seulement, c'est pas un système extraordinaire, hein. Quelle est la machine à renouveler la fertilité? C'est le Celtus qui produit de la biomasse, c'est l'animal qui la consomme, c'est l'animal qui la transporte dans ses systèmes digestifs et c'est l'animal qui le restitue. Il y a quand même, c'est quand même pas un système, enfin c'est très intelligent, mais c'est pas un système d'une efficacité fantastique, parce que bon, nul n'empêchera les animaux de restituer quelques déjections sur le Celtus et le long des chemins pendant qu'on le déplace. Et puis, nul n'empêchera les animaux de consommer quand même un peu d'herbe folle sur la jachère et puis de restituer ce qu'ils auront mangé ailleurs. Donc on peut dire qu'en gros, la biomasse qu'on apporte sur la jachère chaque jour, c'est peut-être de l'ordre de la moitié de ce que les animaux ont mangé à l'extérieur. Le bilan net, ce qui reste sur les jachères, qui vient d'ailleurs, hein, déduction faite de ce qui vient de la jachère et de ce qui est reporté ailleurs, le bilan net, c'est peut-être la moitié de la biomasse que consomme un herbivore dans la journée, dans ces 24 heures. Bon, c'est pas énorme. On ne va pas en faire le calcul maintenant, on le fera sans doute pour la révolution agricole du Moyen-Âge. C'est pas énorme, et donc il faut beaucoup d'animaux, et donc il ne faut pas perdre une journée quand on a des difficultés à rassembler assez de biomasse fertilisante sur les jachères. Il ne faut pas perdre une journée. Et si vous ne voulez pas perdre une journée, il faut 365 jours. Et si vous voulez 365 jours, vous êtes obligé d'en avoir 365. Enfin, vous êtes obligé d'avoir 15 mois de jachère. Parce qu'une céréale, ça dure 9 mois. Et pour avoir 365 jours, il faut laisser en jachère 15 mois. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, la jachère, avec cette règle de conduite qu'on connaîtra jusqu'au début du XXe siècle, qui s'appelle le droit de veine pâture, le droit pour les animaux de tout le monde de venir sur les jachères, mais aussi le droit pour les animaux de tout le monde d'aller sur ce Celtus, c'est-à-dire sur ces pâturages qui sont généralement indivis, alors que les terres à céréales sont généralement appropriées assez étroitement. Les pâturages qui ne produisent que de l'herbe sauvage, qui n'a pas été cultivée, etc., ça appartient à tout le monde. Et l'herbe sauvage des jachères, dont on a vu le triste sort, ça appartient aussi à tout le monde. Donc, tous les animaux d'un village ou d'une grande villa romaine, ils vont tous sur le Celtus toute la journée, sous le gardiennage d'un ou de deux bergers, et ils reviennent sur la jachère, c'est-à-dire sur les terres céréalières, pour déposer un maximum de déjections. Si on ne fait pas ça, le système ne marche pas. Et donc, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas dans la littérature antique une explication de ça, ne signifie pas que ça n'existe pas. Parce que les gens qui parlent de l'agriculture antique, ils parlent des terres à blé, ils parlent de la jachère, puis ils parlent de la veine pâture de la jachère. Mais ils parlent très peu de ce qui se passe ailleurs et de ce qui est ailleurs. Il faut vraiment avoir vu 50 fois dans sa vie des systèmes à jachère et culture attelée légère. Et si vous voulez en voir, vous allez en Éthiopie. Vous alliez ou vous allez encore en Afrique du Nord, au Portugal en 1970, etc.
on voyait des systèmes de ce genre. Vous en voyez dans tous les pays de colonisation ibérique, c'est-à-dire en Amérique latine, dans tout un tas de zones, vous voyez des systèmes à jachère qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce que je viens de vous dire. Et il n'y a pas un paysan travaillant dans ces conditions qui ne sait pas qu'il faut bien conduire ses bêtes au pâturage, d'abord pour qu'elles se nourrissent, puis qu'il faut bien les ramener au bon endroit où il faut et au bon moment pour en tirer le meilleur parti. Autrement dit, il y a une espèce de grande ignorance qui s'est développée à l'époque moderne sur la vraie logique de ces systèmes. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est la jachère, c'est pour que la Terre se repose. Ben, je ne vois pas pourquoi la Terre se reposerait. Ça ne se fatigue pas, la Terre. C'est des concepts qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas un être vivant, la Terre, même si on écrit ça partout. La Terre, c'est de la matière inerte, des roches, plus ou moins émiettées, hein, plus ou moins fines. C'est de la matière organique morte, brute ou humifiée, des acides aminés, et c'est de la matière minérale. Et dans un sol, dans ce substratum, il y a des êtres vivants qui ne sont pas que les plantes cultivées ou que les mauvaises herbes, mais qui sont aussi tout un tas de vers, de micro-organismes qui sont dans le sol. Ce qui est vivant dans un sol, c'est les plantes et les animaux, micro ou macro-plantes ou micro-animaux. Mais le sol n'est pas un être vivant, ça ne se fatigue pas, ça ne meurt pas, etc. Par contre, ça peut être plus ou moins fertile. Et ça dépend de... Sachant que le substratum est inerte, sachant que le substratum, c'est-à-dire les roches-mères, se solubilisent pas très vite et ne fournissent pas des éléments fertilisants minéraux absorbables par les plantes en si grande quantité que ça, sachant que la fixation de l'azote atmosphérique, c'est pas quelque chose de si énorme que ça, eh bien la fertilité d'un sol, elle dépend finalement de son stock de biomasse morte, de l'humus et de la minéralisation de l'humus, et donc de la manière dont on renouvelle cette fertilité additionnelle fantastique qui est le produit historiquement constitué de la vie. Et comme on a détruit la biomasse forestière, et que le renouvellement périodique de la biomasse forestière, évidemment, ne marche plus dans ce système, eh bien, on va exploiter la fertilité résiduelle un peu triste que sont les pâturages périphériques. Seulement, il faut inventer tout un système pour faire ça. Donc, c'est ça, les systèmes de culture à jachère, sculpture à jachère, biennale généralement, et de culture attelée légère, c'est-à-dire avec arère. On peut ajouter de labour à bras et d'arrérage, parce que le labour à bras, à la bêche ou à la houe, on essaye quand même de le faire de temps en temps dans ces systèmes, pas à chaque rotation, parce qu'on n'y arrive pas, mais on arrive à le faire tous les 2 rotations, c'est-à-dire tous les 4 ans, toutes les 3 rotations, c'est-à-dire tous les 6 ans. Donc c'est un système de labour à bras et d'arrérage. Alors les animaux dans l'Antiquité, vous avez dû voir toutes les gravures possibles et imaginables, les animaux sont utilisés pour tirer l'arrère, les bœufs, quelquefois les ânes et autres animaux, mais vous avez dû voir aussi qu'on voit dans les travaux des champs extrêmement rarement des chariots. Le chariot, invention des sociétés pastorales d'Europe centrale, est présent dans l'Antiquité grecque et romaine, mais il n'est pas présent dans les champs. Il y a des chars de combat, il y a des chars de transport sur les voies romaines, mais on utilise très peu les chariots. Le vrai instrument de transport agricole, interne aux exploitations dans l'Antiquité, c'est le bât, et c'est les animaux de bât, qui sont généralement, là, cette fois, des ânes, mais qui peuvent être, etc. OK ? Donc voilà, définition, origine, extension, formation et fonctionnement, je pense qu'on a vu. Ce qu'il faut peut-être essayer de mieux visualiser, ça marche ? Eh oui, surprise. Alors, c'est cet écosystème cultivé là qui se constitue. Alors, ce qu'on appelle l'agère, c'est donc ces terres en jachère et en céréales diverses. Si vous regardez entre le mois de novembre et le mois de juillet, novembre les semis et juillet la récolte, c'est-à-dire pendant les 9 mois où les céréales sont présentes
sur le terrain, vous avez la moitié des terrains, quelle que soit leur disposition, qui sont occupés par ces céréales d'hiver, des céréales qui germent au mois de novembre, qui sont vertes pendant tout l'hiver et au printemps, et puis qui commencent à monter au mois de juin et à grainer au mois de juillet et à être mûres et qui seront récoltées fin juillet, début août. L'autre moitié des terrains sont en jachère. Alors la jachère dans tous ses états, puisque on n'arrête pas de la maltraiter, cette jachère, par arrérage ou par labourage. Enfin, c'est pas de tout repos d'être une jachère, c'est ça que je veux dire. C'est pas du repos, hein. C'est la terre la plus travaillée du système, à part peut-être les jardins. Les jardins qui sont à part autour des maisons et dans lesquels on a aussi des enclos, dans lesquels on cultive le lin, le chanvre, etc. Le chanvre a dû arriver vers le milieu de l'Antiquité. C'est une plante domestiquée en Asie qui est venue s'ajouter au lin qui avait été domestiqué au Proche-Orient. Et puis, dans les jardins, les légumes, les légumineuses, les plantes médicinales et aromatiques. Et donc les jachères sont sur les meilleures terres. Alors les terrains accidentés à gauche sont en herbe, pâturage saltus, c'est ce qu'on a mis en bas. Et petit à petit, plus on est loin du village, plus il y a en général des réserves un peu résiduelles de forêts difficiles à cultiver ou trop éloignées, que les latins appelaient la silva, et dans lesquelles... Alors sur l'herbe, on mène évidemment les herbivores et dans la forêt de chênes et de hêtres, on emmenait les porcs à l'automne pour les engraisser. Mais il y a aussi d'autres terres incultivables. Il y a un autre saltus en général dans la plupart des territoires villageois. Il y a aussi les terres basses qui sont proches des rivières, qui sont plus ou moins inondables, et les terres mouilleuses, on peut les appeler. Et ça constitue un autre saltus qui n'est pas beaucoup exploité, parce qu'en fait, même le bétail, on ne peut le mener là qu'en période sèche, au mois de juillet ou au mois d'août. Vous direz, ça convient très bien, parce que pendant ce temps-là, pendant cette période sèche, les terrains accidentés, il n'y a plus grand-chose à manger. Donc, c'est un peu pâturage presque toute l'année sur les terrains de gauche, et puis à la période sèche de l'été sur les terrains de droite. Et là, il peut aussi y avoir des réserves de forêts plus ou moins inondables, des aunais ou des saulais classiques. Donc ça c'est un schéma général d'écosystème cultivé, on va dire, antique, mais qui s'est perpétué bien longtemps en Occident, dans beaucoup de régions. Voilà, alors, pour ce qui est plus haut, vous le trouverez dans les reproductions qui vous seront données, c'est juste les circuits internes à l'exploitation et à la famille. C'est les circuits internes de matière, hein, les fourrages, la nourriture, les textiles et tout ça, et puis le retour vers les terres cultivables qui constituent le travail des hommes et des animaux dont on a parlé à l'instant. Rapidement, pour visualiser ce que je vous dis, là où... Ça va ? Voilà les houes et les bêches, je passe. Voilà l'arrérage. C'est ça, c'est une poterie grecque, ça. Alors, on voit très très bien l'arère. C'est un arère à 5 pièces, on en parlera dans un instant. On voit l'arrérage, et on voit que l'arère, là, passe derrière le semeur. Donc là, ça, c'est un arrérage d'enfouissement des semis. Hein, mais sur une terre qui avait été arrérée avant, ce que ne montre pas. Alors les arrères, il y en a... c'est très compliqué quand on lit les livres là-dessus. En réalité, c'est pas compliqué du tout. Il y a des arrères monoxyles à une seule pièce de bois. C'est fait avec une fourche. Il y a une des pointes de bois qui sert de soc. Il y en a une... son prolongement sert de mancheron et la branche latérale sert de perche de traction à laquelle on attelle l'animal. Bon, c'est pas... Il faut faire attention parce que ça peut se casser et puis on ne trouve pas tous les jours une perche qui est taillée sur mesure. Alors la deuxième arère, c'est l'arère 2 pièces, si je peux dire. Il y a un manche prolongé par un cep, lui-même prolongé par une pointe qui ici est dessinée métallique. Ça, c'est une seule pièce. Et à ça, on encastre la perche de traction qui, quand l'animal tire, bloque le système, le dessin ne le montre pas, et quand on transporte cette arère, on peut la démancher, et on transporte ça sur le dos de l'animal ou sur son épaule.
Vous allez en Égypte, vous verrez des arères comme ça dans les fonds de village. L'arère 3 pièces, c'est celle-là. Alors le cep est horizontal, il prolonge une pointe qui travaille le sol, et puis vous avez la perche qui est encastrée dans le cep, et le mancheron qui est encastré dans le cep, et qui généralement traverse la perche de manière à ce que tout ça s'assienne, solidaire, etc. Et puis vous avez l'arère exactement, 5 pièces, comme je l'appelle, qui est exactement celui que vous aviez sur la poterie grecque de tout à l'heure, le cep horizontal prolongé par sa pointe, la perche qui part vers l'avant et qui est en 2 pièces. Parce que finalement, la pièce courte que vous avez ici, c'est une pièce qui doit être en bois très très résistant, parce que finalement on fend le sol, et en plus la courbure fait que ça travaille un peu en porte-à-faux. Donc il faut un bois très résistant, alors que la perche, ça peut être une perche de coudrier ou de ce qu'on veut. Et puis vous avez le mancheron, et vous avez même une petite poignée. Alors je sais pas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 avec la poignée, et ça fait même 6 avec la pointe ferrée. 6 pointes ferrées il y a. Donc c'est pas des inventions de l'esprit. Des systèmes comme ça, on en a eu pendant 2000 ans, et on en a même encore. Alors, naturellement, on peut raconter, on peut montrer un âne transportant sur bas. Bon, c'est pas compliqué. Je l'ai dessiné moi-même, donc je l'aime beaucoup. Mais ça, non, je n'ai pas dessiné. Je trouvais ça dans une gravure ancienne. Et puis ça, vous avez cette chose très passagère qui a été ce qu'on a appelé la moissonneuse, la moissonneuse tout court, ni batteuse ni lieuse, dite gauloise ou gallo-romaine. En fait, c'est à l'époque où les Romains étaient là, et dans les grands domaines esclavagistes de l'Antiquité, il y a eu des périodes où la pénurie d'esclaves était telle qu'on n'arrivait pas à récolter à la faucille, et donc on avait inventé une espèce... vous avez déjà vu des peignes à myrtille. C'est comme un peigne à myrtille. En réalité, ça arrache l'épi. C'est des lames de bois qui sont côte à côte, comme une espèce de peigne, et en avançant, ça arrache l'épi. Pour pas écraser trop les céréales, on a mis l'animal derrière, et alors du coup, vous imaginez la manœuvre. Vous voyez un peu l'agencement qu'il faut. Il faut pousser l'animal à part les brancards. Enfin, c'est tellement... C'est très séduisant pour les historiens de raconter ça, mais en fait, c'est un truc qui a jamais vraiment bien marché. Fallait vraiment pas avoir de monde pour récolter, parce que ça gaspille la moitié des céréales, et c'est immanœuvrable. Enfin, je veux dire, n'importe quel artisan ou paysan va vous dire, c'est un truc avec la charrue avant les bœufs, ça marche sûrement pas très bien. Mais ça marche même pas bien du tout. Et le battage, c'est bien sûr par piétinement des animaux. On appelle ça dépiquage sur une aire de battage, évidemment bien préparée, ou éventuellement le fléau qui apparaît dans certaines régions. Le travail des grains, c'était les moulins à manivelle, ce qui n'est pas exactement la même chose que les moulins néolithiques. C'était toujours le pilonnage qu'on voit dans beaucoup de gravures grecques. Et puis c'était le moulin à bras avec des coniques. La pierre fixe est un cône. La pierre tournante est une grande pierre creusée en cône, et avec un autre cône sur le dessus pour faire descendre le grain entre les deux meules, et puis un système de grands bras, et ça marche pratiquement avec des esclaves sur les deux bras. Donc c'est vraiment le moulin romain, comme on vous envoyait des dizaines et des dizaines à Ostia Antica, à côté de Rome. Bon, on ne va pas s'apesantir trop, parce qu'on aura quand même du mal à tenir notre... Les systèmes sans jachère, donc, se développent depuis l'Antiquité, et ils durent dans les régions méditerranéennes jusqu'au XIXe siècle. Et moi, j'ai encore vu dans le Briançonnais des gens qui travaillaient avec des bas et des arrières. C'était en 75 ou 76. C'était donc dans les montagnes méditerranéennes, etc. Cela dit,
à partir de l'an 1000 environ, dans la moitié nord de l'Europe, c'est-à-dire dans les régions tempérées froides. Le pourtour méditerranéen, c'est les régions tempérées chaudes. À partir de l'an 1000, dans la moitié nord de l'Europe, un nouveau système qui est reconnu généralement par un système avec la charrue au lieu de l'arère, système à jachère et culture attelée lourde, des régions tempérées froides, donc de la moitié nord de l'Europe, et qui dont le développement constitue ce qu'on appelle de plus en plus la révolution agricole du Moyen-Âge. Alors, on va essayer de refaire le même parcours, qu'est-ce que c'est, l'origine, etc. Mais comme j'ai des gravures dont j'espère qu'elles vont marcher, je pense que c'est mieux d'expliquer peut-être avec ces gravures. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les systèmes antiques marchaient très mal dans la moitié nord de l'Europe, pour une double raison. La première de ces raisons, c'est que la jachère, dans la moitié nord de l'Europe, se développe de manière plus importante que dans la moitié sud. C'est-à-dire que arérer un tapis herbacé en Normandie, même ça se développe, ça se densifie beaucoup plus vite que dans les régions méditerranéennes. Et donc, l'arérage avait passage croisé d'arère. Vous brisez difficilement la croûte du sol enherbé, vous l'éclatez un peu, vous passez mais vous restez avec des grosses mottes. Et donc, vous n'avez pas vraiment extirpé le tapis herbacé, vous l'avez... Et donc, à la limite, il fallait quasiment multiplier les passages d'arère ou alors faire du labour à bras à la bêche et à la houe. Donc, il y avait une première grosse difficulté, c'est que c'était difficile de nettoyer les jachères de leurs mauvaises herbes, de travailler les jachères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le transfert de fertilité par parquage de nuit marchait, ça va vous paraître bizarre, mais beaucoup plus mal dans une région tempérée froide que dans une région tempérée chaude. Pourquoi ? Parce que dans une région tempérée chaude, dès les premières pluies d'automne, l'herbe pousse dans votre saltus. Il pleut et il fait encore bon. Et pendant l'hiver, une région méditerranéenne, il n'y a pas de vrai arrêt de la végétation. Il y a un vrai ralentissement de la végétation, mais il n'y a pas arrêt. Et en général, votre saltus, il n'est pas couvert de neige dans les régions tempérées chaudes. Donc, votre saltus produit beaucoup à l'automne et il continue de produire un peu pendant l'hiver. Et alors, au printemps, il explose, grande production d'herbes au printemps, et puis ça se continue jusqu'au début de l'été. Et en été, région tempérée chaude, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a un arrêt de la végétation pendant l'été. Arrêt. Alors que dans les régions tempérées froides, il y a arrêt de la végétation entre, on va dire, le 1er novembre et pas loin du 1er avril. Si on est en Westphalie, hein, il y a pratiquement... oui, ou même dans le nord du bassin parisien, ou dans le Morvan, ou dans les Vosges, il y a arrêt de la végétation pendant l'hiver. Et à la différence entre les deux, c'est qu'il y a un arrêt de la végétation pendant l'été dans les régions tempérées chaudes, mais les herbes qui n'ont pas été consommées au printemps parce que les bêtes étaient pas assez nombreuses pour tout manger, ces herbes, elles restent sur pied et sèches, et elles ne sont pas terribles à manger pour les animaux, mais elles sont encore relativement consommables. D'autre part, les saltus méditerranéens sont occupés par des maquis ou des garrigues qui restent verts pendant l'été. Donc la période creuse de production fourragère dans les régions méditerranéennes, elle est relativement surmontable par les réserves d'herbes sur pied et par la perpétuation de la végétation arbustive qui reste verte pendant cette période. De plus, pour les territoires où vraiment ça suffisait pas,
il y a généralement à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, ou même quelques centaines de kilomètres de là, il y a des régions accidentées où on peut conduire le bétail pendant l'été, pendant la période creuse. Et pourquoi on peut le conduire pendant l'été? Parce qu'il fait bon au début de l'été, et parce qu'il fait encore bon à l'automne. On peut emmener ces bêtes et les ramener. Et donc, au fond, on emmène les bêtes qu'on a en trop pendant la période creuse, on les emmène en altitude, et donc on a en permanence tout le bétail nécessaire pour manger tout ce qui est disponible sur le Celtus, donc toute la biomasse récoltable sur le Celtus pendant 365 jours par les animaux. Et si on met des vaches, des ânes et des moutons et des chèvres, il n'y a plus rien à manger. Elles vont vous manger 100% des unités fourragères produites pendant vos 365 jours. Grâce au régime de pousse, et c'est comme ça, et grâce aux possibilités de transhumance. Donc, toute la production d'herbe du Celtus est consommée, du Celtus rapproché, proche des céréales, est consommée et transférée. Tandis que dans un climat tempéré froid, eh bien, s'il y a un excès d'herbe à l'automne, il n'est pas consommable pendant l'hiver, parce qu'il pourrit, ou il est couvert de neige. Donc, l'étiage fourragé de l'hiver n'est pas compensable, naturellement. Et vous ne pouvez pas faire de transhumance à l'automne, partir à l'automne dans les régions méditerranéennes en traversant les Alpes ou les Pyrénées, et puis revenir au printemps. La transhumance, pour la plupart des pays de l'Europe tempérée, la transhumance d'hiver pour combler les insuffisances fourragères de l'hiver est pratiquement impossible. Et donc, on ne peut nourrir sur un Celtus, sans faire de stock de foin, on ne peut nourrir sur un Celtus de région tempérée froide qu'un chargement en bétail extrêmement faible, de l'ordre de 1 mouton à l'hectare de Celtus, alors que la production d'herbe, dans l'année, c'est de quoi nourrir 4 ou 5 moutons, c'est-à-dire de quoi nourrir une vache. Donc, les 3/4 de l'herbe produite dans une région tempérée froide, sur un Celtus, les 3/4 de l'herbe sont perdues. Elles sont perdues et non consommées. C'est-à-dire que les animaux qui ne sont pas morts pendant l'hiver, plus leurs veaux, ils sont incapables de manger l'herbe du printemps et de l'été, qui va sécher sur pied en été, au point qu'il va même falloir souvent la faire brûler pendant l'été si on veut une repousse intéressante à l'automne. Mais de toute façon, ni au printemps, ni en été, ni à l'automne, vos animaux capables de survivre pendant l'hiver, plus les jeunes qui sont nés à la fin de l'hiver, c'est pour ça que les vélages se font à la fin de l'hiver, c'est pour ça que les moutons se font à la fin de l'hiver, et si on fait une deuxième mise-bas de moutons, on l'a fait au début de l'automne pour profiter de la repousse de l'herbe à l'automne dans certaines régions. Et puis, sinon, à l'entrée de l'hiver, on abat tous les animaux en surnombre, sauf évidemment les vaches pleines, sauf les brebis reproductrices et sauf quelques jeunes mâles reproducteurs. D'où les grandes foires d'automne, d'où les grandes tueries d'automne. Il fallait sécher ou manger ou faire ce qu'on pouvait. Donc, quelque part, le système antique, l'arrérage, le système antique, la transhumance, ne marche pas dans les régions tempérées froides. Alors, on assiste depuis à peu près le début de notre ère à toute une série d'inventions qui sont toutes situées, d'innovations, qui sont toutes situées dans la moitié nord de l'Europe, qui tendent à compenser, à corriger ces insuffisances du système. La première de ces inventions n'est pas la charrue, mais en gros, c'est la faux. Parce que grâce à une faux, vous pouvez, dans les bois environnants ou dans un coin de Celtus que vous avez mis en défend, vous pouvez couper les excès d'herbe du printemps ou de l'automne. Vous pouvez, avec un moyen très simple, les mettre en cône autour d'une perche, en peignant un peu le foin pour qu'il fasse un peu toiture et que le foin se conserve bien. Et vous pouvez amener à chaque période de sécheresse en été, ça peut arriver, ou
de pénurie d'herbe, de fourrage pendant l'hiver, vous pouvez amener vos animaux manger ce qu'il y a dans ces meules. Ça vous permet d'accroître votre bétail, puisque vous arrivez à faire passer l'hiver à plus de mères, à plus d'animaux. Mais pendant que les animaux sont dans un endroit écarté en plein hiver, ce qui est quand même pas idéal ni agréable, qu'elles sont en plein hiver en train de manger ce foin, c'est quand même difficile de les ramener tous les jours sur les jachères pour recueillir leur déjection. Donc c'est pas très simple, mais en tout cas ça marche. Et ça marche beaucoup mieux à partir du moment où on utilise dans l'agriculture un outil qui est connu depuis très longtemps, qui sont les chariots ou les charrettes, puisqu'il y en avait sur les routes d'Europe, sur les voies romaines d'Europe depuis des centaines d'années, pour transporter ce foin et le rassembler en un lieu qui est un lieu de stabulation d'hiver des animaux, une étable pour parler français, et on stocke ce foin au-dessus des animaux, on le fait descendre tous les matins et tous les après-midi, tous les soirs, dans la crèche, comme on dit, ou dans le râtelier, comme vous voudrez. Mais, problème, qu'est-ce qu'on fait des déjections animales? Elles ne sont pas sur la jachère, là. Elles sont dans les maisons, enfin, dans le nouvel abri. Et une déjection animale bovine en hiver, c'est un mélange de bouse déjà bien liquide et d'urine encore plus liquide. C'est absolument immanipulable. Aujourd'hui, on a des fosses à lisier, des pompes à lisier pour régler ce problème. Mais vous noyez une exploitation agricole dans le lisier si vous n'avez pas une solution pour recueillir ça. Vous n'êtes pas dans le Sahel, vous n'êtes pas en Éthiopie, vous n'êtes pas dans une région méditerranéenne où il suffit de balayer un peu ça va sécher. Non, vous êtes dans la bouse et vous êtes dans le lisier, c'est pas de la bouse, c'est un mélange de bouse et d'urine. Vous allez crever dedans, hein, si vous n'avez pas un moyen. Eh bien, il faut recueillir tout ce qu'il y a comme richesse organique et minérale dans ce lisier. Il faut un absorbant et un matériau qui permet de manipuler ça. Et ce matériau, c'est la litière, c'est-à-dire de la matière organique brute, des feuilles, des genêts, des fougères, que vous mettez sous le derrière des animaux, et non seulement ça vous absorbe tout ce qui est liquide, enfin le maximum, donc l'azote qui est là, tout ça qui est en solution dans l'urine, va être stocké dans votre fumier, et en plus vous emballez la matière organique fluide, qu'est la bouse, et puis ça se pousse avec une pelle, ça se ramasse avec une fourche, ça s'empile, d'abord dans l'étable, ensuite derrière l'étable, à condition d'avoir une brouette. Et ce fumier, il faut s'en débarrasser, sinon vous allez, de toute façon, on sait qu'il faut le mettre sur la jachère, mais il faut aussi s'en débarrasser, sinon vous mourrez dans un monceau de fumier. Et donc il faut réutiliser la charrette pour transporter tonne après tonne ce fumier sur les jachères. Seulement, calculez, pour nourrir une vache pendant un hiver, une vache c'est 3000 unités fourragères, 3000 fois l'équivalent calorique d'un kilo de grain. Mais 3000 un hiver, 6 mois, c'est 1500 unités fourragères. Mais 1500 unités fourragères en foin, le foin c'est 0,5 unités fourragères au kilo, il vous faut 3000 ou 4000 kilos de foin. Donc pour une vache qui passe l'hiver à l'étable, c'est 3 tonnes ou 4 tonnes de foin. Pour que ces déjections soient emballées dans de la matière organique morte, c'est 2, 3 ou 4 tonnes de litière. Et quand vous avez ça à la fin de l'hiver, c'est 10 à 15 tonnes de fumier par hiver. Une vache de 500-600 kilos. Les vaches de l'époque, c'était plutôt 300 ou 400, donc vous mettez c'était deux petites vaches égale une d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est ça. Alors ça veut dire que pour chaque vache ainsi traitée, vous avez 10 à 15 tonnes de fumier qu'il faut trimballer sur aller-retour tout ça 10 km. Donc c'est 150 tonnes kilomètre.
Vous n'allez pas faire ça sur votre tête ou par bas. C'est absolument impossible. Ce système, le renouvellement de la fertilité par stabulation d'hiver et fumier, ça n'est possible que si vous avez des charrets. Et couper une telle quantité de foin, ça n'est possible que si vous avez des faux. Donc, la révolution agricole du Moyen-Âge, c'est d'abord la faux. Parce que sinon, c'était à la faucille. Bonjour les dégâts, si vous avez 5 vaches, multipliées par 4 tonnes de foin chacune. OK. Bon, ça n'a pas de sens. C'est très clair qu'on est en train de faire une exploitation qui est une exploitation à récolte de fourrage, à transport lourd. C'est pour ça que j'ai dit culture attelée lourde. Une exploitation élémentaire devient une entreprise de transport lourd. Et à travers champs. Parce que le foin, il faut aller le chercher dans le champ. Et le fumier, il faut le transporter dans le champ. C'est pas sur des autoroutes ni des voies romaines. Donc c'est du transport lourd interne. Et si vous avez 10 ou 15 tonnes de fumier par vache et par hectare de jachère, eh bien pour enfouir 10 ou 15 tonnes de fumier sur 1 hectare, il faut faire du labour à bras. Vous ne pouvez pas l'enfouir avec un arrêt. Et du labour à bras, vous ne pouvez pas labourer à bras toutes vos jachères. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ce système, si vous n'avez pas une machine à enfouir le fumier, à enfouir 10 ou 15 tonnes de fumier par hectare de jachère, vous ne pouvez pas faire marcher ce système. Et donc, la charrue est devenue absolument indispensable. Eh bien, la charrue, elle a été inventée à peu près en même temps que la faux dans la moitié nord de l'Europe. Personne ne sait exactement où. Évidemment, les Slaves pensent que c'est chez eux, les Germains pensent que c'est chez eux, les Suisses pensent que c'est chez eux, les Normands des deux côtés pensent que c'est chez eux. Bon, ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ça n'avait aucune raison de naître dans une région méditerranéenne, que ça n'y est pas né et que ça ne s'y est même pas répandu avant le 19e ou le 20e siècle. Par contre, toutes ces innovations apportaient un petit mieux au système. La charrue, elle permet, même s'il n'y a pas de fumier, quand même de mieux labourer. Dans la moitié nord, il faut labourer un peu mieux. La faux toute seule, ça permet quand même un peu de stocker de fourrage et de garder un peu plus d'animaux. Alors, une fois que tout ça est rassemblé, par contre, on a vraiment un changement général des pratiques agricoles. Maintenant, vos vaches continuent de pâturer tout l'été sur le saltus. On peut même les ramener, passer la nuit à l'étable et faire du fumier pendant l'été à l'étable, ce qui est un meilleur mode de conservation et de transfert que le parcage de nuit. Et puis elles vont passer tout l'hiver, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois dans certaines régions, avec du foin, etc. Mais il faut aussi comprendre que la charrue, d'accord, la charrue, ça a un coutre qui coupe la terre verticalement, ça a un soc qui est asymétrique, c'est un couteau. Hein. Un coutre, c'est un couteau vertical, et un soc, c'est un couteau horizontal qui coupe sur un côté, et donc ça découpe, bande après bande, un parallélébipède de terre. Et puis ensuite, ça a un versoir qui soulève légèrement et renverse légèrement, ou beaucoup, ça dépend des endroits et des charrues, et renverse ce parallélébipède. Donc si vous avancez en mangeant 15 cm de jachère côte à côte comme ça, vous découpez un parallélépipède, un deuxième parallélépipède, un troisième, etc. C'est ça une charrue. Seulement, une charrue, elle ne peut pas, si elle est dans des terres légères, ça va. On peut l'atteler comme un arrêt. Si on est dans des terres lourdes, on ne peut pas, parce que ça tire sur la gauche, ça tire vers le bas, ça tire vers le haut. Donc il lui faut un avant-train qui guide la perche sans chahuter trop les animaux. Parce qu'une charrue, ça a des résistances latérales et verticales, ça a des résultantes secondaires du mouvement qui sont extrêmement bouleversantes pour l'animal. Donc l'avant-train, c'était 2 petits trous, un petit chariot, d'où le nom caruca de la charrue, hein, ça veut dire caruca, ça dérive de chariot et pas de harer. Hein. Donc elle est portée, c'est un instrument semi-porté,
posée sur l'avant, sur ces deux petits trous. Il y a une traverse horizontale, on la monte ou on la baisse, ça permet de faire piquer ou de faire lever le nez de la charrue, donc de régler la profondeur. Il y a deux petites chevilles sur cette traverse, ça permet de régler vers la gauche ou vers la droite. Donc vous réglez l'épaisseur, la largeur de la bourre. Et puis après, les mancherons, vous penchez pour verser mieux ou pas. Bon. Et vous ne pouvez pas tenir une charrue avec une main. Donc il y a deux mancherons, sauf dans les terres légères, bien sûr. Donc voilà. Et cette charrue, elle laboure, c'est clair. Elle découpe des mottes, elle les retourne. Mais c'est un labour très imparfait. Ce n'est pas un labour à bras, à la bêche ou à la... Ensuite, il faut briser ces mottes, il faut sortir les mauvaises herbes. Et alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Mais ils utilisaient les arères. Sur un labour à la charrue, ils utilisaient le passage croisé d'arères. Ils réutilisaient l'arère pour casser, briser, etc. Et puis, ils se sont quand même aperçus qu'après avoir fait un labour, on passait beaucoup de temps, si on faisait 2 arérages, on pouvait faire une espèce de arère à dents multiples qui s'appelle la herse, qui est un scarificateur à dents à plat. Et donc, ils ont tiré des herses qui sont représentées. Seulement, une fois que vous avez semé sur un terrain labouré, dans lequel vous avez enfoui du fumier, que vous avez ensuite hercé, si vous semez là-dessus et vous repassez un coup de herse pour enfouir vos graines, il y a 80 chances sur 100 que vos graines germent, les plantules se développent et puis elles font ce qu'on appelle, ce qu'on dit ordinairement, elles coulent. Vos semis coulent. Parce qu'elles rencontrent dans la profondeur du sol des endroits où il y a de l'air, pas d'eau, pas de terre. C'est-à-dire des endroits pailleux ou creux. Parce que quand même, le labour n'est pas si parfait que ça. On a affiné la surface, on a éliminé les mauvaises herbes, et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide qui provoque la coulure des semis, eh bien, il faut passer un rouleau. Donc de la faux au rouleau, tout se tient. Seul problème, c'est que si vous mettez maintenant des bœufs, des vaches, des ânes, des mulets ou des chevaux à faire ce travail-là, eh bien, ils auront plus d'ongles au bout de 3 mois. Si vous ne ferrez pas vos animaux, il vous faut 10 paires de bœufs pour faire la saison. Et si vous ne ferrez pas vos bœufs et vos bœufs et vos chevaux, ça ne marche pas. Et donc, il faut... ce qui s'est produit, c'est que le développement donc, de cette culture attelée lourde, très exigeante en force de traction, c'est que ça a provoqué c'est quelque chose qui était connu. On mettait des sandales ferrées aux bœufs, aux chevaux qui marchaient sur les voies romaines, quand ils avaient besoin de marcher souvent. Et on les attachait. Seulement, marcher sur une voie romaine, c'est pas la même chose que de marcher dans les prés, dans les champs, etc. Les sandales ferrées des animaux, les animaux les perdent. Il faut bien comprendre. Et donc, il fallait, pour que le ferrage, qui était connu et utilisé en cas de trop longue période de travail des animaux, il fallait le rendre solidaire de l'ongle des animaux, de l'onglon des... Et donc, il fallait le clouer. Et donc, le ferrage cloué, le maréchal ferrant, est la clé de la culture attelée lourde. Il n'y a pas de culture attelée lourde sans ferrage et il n'y a pas de ferrage sans maréchal ferrant. Et donc aussi sans beaucoup de production de fer, parce que ça s'use beaucoup tout ça. Donc le fer à cheval, le fer à vache. Autre question, les attelages antiques qui étaient suffisants pour tirer des chars et des charrettes sur route, on va dire, pour simplifier, étaient insuffisants pour tirer des charrues, des charrois lourds à travers champs. Il faut une force de traction 3-4 fois supérieure. Alors, on ne peut pas mettre 12 bœufs à la queue leu-leu. On en met 4, 6 au maximum. Et donc, on a intérêt à réduire le nombre d'animaux, d'abord parce que ça coûte cher à nourrir, mais aussi parce que c'est très très difficile d'arriver à avoir une force de traction suffisante et de continuer à manœuvrer dans les champs. Et bien pour ça, on va
utiliser des modes d'attelage qui sont beaucoup plus efficaces que les attelages étrangleurs de l'Antiquité. Oui? Ah, merci. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai un contrôleur, soi-disant, mais que je ne le regarde pas. je vous regarde. Alors donc les modes d'attelage antiques, qui étaient en gros faits comme je viens de dessiner, vont être complètement transformés. On va passer du joug de coups qui étranglait plus ou moins les bœufs quand ils tiraient très fort, et la bricole qui étranglait plus ou moins les chevaux. Est-ce que vous avez bien regardé les statues des quadriges romains, attelage de 4 chevaux, qui tirent un simple char de combat sur le Capitole ou ailleurs? Vous verrez que les 4 chevaux, ils sont toujours en train de regarder le ciel, parce que ils ont un système qui leur tire la tête en arrière. Bref, on multiplie par 3, 4 ou 5 la capacité de traction des bœufs et des vaches et des chevaux par le joug de nuque, qu'on appelle quelquefois frontal, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Un joug, ça se pose sur la nuque de l'animal, et la force de traction est effectivement frontale, parce qu'on attache ce joug aux cornes et on entrecroise sur le front de l'animal, sur une espèce de paillasson frontal, on croise des sangles, etc. Ceux d'entre vous qui ont attelé des vaches savent ça, ou qui ont fabriqué des jougs. Et le collier rigide, le collier d'épaule pour les chevaux. Ok. Et grâce à ça, le dessin qui suit, que vous voyez, on montre qu'est-ce qui était consommé quand on stockait pas de foin dans le système antique, dans les régions tempérées froides. On consommait ce qu'il y avait de disponible pendant l'hiver, et pendant l'été, on consommait un petit peu plus parce qu'il y avait les jeunes qui venaient à la rescousse. Mais tout ce qui est en blanc, là, ça se perdait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mis en place le nouveau système? Eh bien, pendant l'été, les animaux consomment, ici à gauche, à peu près la moitié de ce qui est produit. La moitié qu'ils ne peuvent pas manger est stockée et sera consommée sous forme de foin pendant l'hiver. Ici, on consomme 1/5 des unités fourragères produites. Ici, on les consomme pratiquement toutes aux pertes près. Et donc, on peut multiplier le bétail par 4 ou 5 à partir du même saltus. Simplement, on était dans un saltus avant, dans des pâturages où la moitié de la production estivale de la bonne saison se perdait. Et le stockage du foin, ça permet en fait de consommer la totalité et donc d'accroître formidablement le bétail. Ça va? C'est long, hein, c'est dur aujourd'hui. Et puis oui, il faut qu'on finisse aussi. Alors, ce système extraordinaire, donc les systèmes toujours à jachère et à culture attelée lourde, donc vont se développer une fois que tous les éléments constitutifs des nouvelles techniques vont être disponibles, ce qui se produit à peu près au IXe siècle de notre ère. Tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles techniques qui ont été inventées ici et là dans la moitié nord de l'Europe entre le début de notre ère et on va dire l'an 1000, sont à peu près disponibles vers le IXe siècle. Et ce qu'on voit, pas sur le moment, mais ce qu'on voit vers le Xe, XIe siècle, eh bien, c'est qu'il y a des endroits où le nouveau système est pleinement constitué. C'est-à-dire que on voit sur les gravures, on voit les descriptions, on travaille avec des faux, on travaille avec des charrues, on a les animaux à l'étable pendant l'hiver, on fait du fumier, on va chercher de la litière, on transporte le fumier, on utilise les charrues, on ferre les animaux, enfin, tout est là. Avant, tout était là, mais tout était apparu, mais de manière discontinue et échelonnée dans le temps, et puis à un moment donné, tout est là. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que ça va se répandre dans toute la moitié nord de l'Europe. Seulement, comment? Eh bien, curieusement, ça ne se passe pas d'abord dans les endroits où était installée et bien installée la culture attelée légère. On voit que le nouveau système, il se développe d'abord
dans des endroits qui n'étaient pas cultivables par la culture attelée légère. Exemple, les bas-fonds marécageux, terre trop lourde pour être arérée et terre trop lourde pour être cultivée si on n'y met pas de la matière organique, etc. Et on voit d'abord que quand dans un village ou dans une région, il y a une petite zone un peu mouilleuse ou marécageuse, on voit que le nouveau système va gagner du terrain sur ces terres, au fond, incultivables avec l'ancien système. On voit aussi que si autour d'un village, il y avait des terres planes, mais trop sableuses et donc trop maigres pour fonctionner avec le système à culture attelée légère, ben on voit que c'est mis en culture, tout simplement parce que le nouveau système, avec le foin et le fumier, bon, ces terres qui étaient trop maigres pour être cultivées en culture attelée légère, elles sont cultivables en culture attelée lourde. Et puis on voit surtout dans le Châtillonnais, premier plateau et deuxième plateau du Jura, Bavière, dans les Vosges, dans le Morvan, etc., on voit que les régions d'altitude, où il y avait plus de 6 mois d'hiver, et où c'était impossible de nourrir le bétail pendant l'hiver, et qui donc étaient non cultivés, qui étaient des déserts boisés, où il y avait peut-être quelques cultivateurs sur Abati-Brully ou quelques brigands, mais ce n'étaient pas des zones occupées, c'était les grands déserts. Eh bien, on voit que ces plateaux d'altitude, pratiquement incultivables en culture attelée légère, sont cultivables en culture attelée lourde, évidemment, à condition de faire du foin, de nourrir les bêtes. Et on voit que ces terrains-là vont être déboisés, soit par des paysans, soit par des seigneurs, soit par des monastères, qui vont littéralement coloniser ces terres vierges qui existaient encore, qui étaient incultivables jusque-là, qui existaient encore au Xe siècle. Et c'est ce qu'on appelle les grands défrichements. Et une fois que ces grands défrichements, on va dire, de proximité, sont faits par les gens du lieu associés ou indépendamment les uns des autres, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des grandes entreprises de colonisation du nord-est de l'Europe, de toute la zone où effectivement les hivers sont de plus de 6 mois. Prusse orientale, Pologne du Nord, Lituanie, etc. Et là, qui y va? Les chevaliers teutoniques, les chevaliers porte-glaives et quelques autres. Et comment c'est possible? Et pourquoi c'est eux? Parce que d'abord, il faut une certaine puissance militaire pour occuper ces terrains qui sont soi-disant vierges, mais où il y a quand même des Slaves qui font de la Bati-Brully ou qui vivotent misérablement en culture attelée légère, ou qui essayent peut-être eux-mêmes aussi de passer à la culture attelée lourde. Mais le problème, c'est que on ne peut pas coloniser des régions entières, on ne peut pas convertir toute cette ancienne agriculture antique d'ailleurs en culture attelée lourde si on ne produit pas 10 fois plus de fer qu'avant. Parce que maintenant, vous aviez, mettons, un chevalier pour 10 paysans, avant, mais maintenant, un paysan, il use autant de fer qu'un chevalier. Donc, la révolution agricole, elle ne peut pas se développer si on ne multiplie pas par 10 la production de fer de l'Occident. Et finalement, ces monastères, c'est quoi? Ce sont des multinationales sidérurgiques. Si elles n'arrivent pas et ne développent pas la sidérurgie, si elles n'ont pas les moyens de mettre en place des artisans qui feront les charrues, les charrettes, etc., qui forgeront tout ça, des maréchaux ferrants, s'il n'y a pas la sidérurgie et les artisans dans les villages, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas de nouveau système. Autrement dit, c'est des entreprises de colonisation, mais c'est aussi des entreprises qui mènent à bien une révolution industrielle que certains appellent la révolution industrielle du Moyen-Âge, ce n'est pas une invention de ma part, et une révolution artisanale qui, sans lesquelles, ça ne peut pas marcher. Alors, dans les régions anciennement cultivées, c'est moins facile. Parce que les régions anciennement cultivées, vers l'an 1000, elles sont un peu surpeuplées et à bout de souffle. Et c'est difficile, dans une région surpeuplée et où les gens sont pauvres, et souvent asservis, c'est difficile de transformer l'ancien système en nouveau système. D'abord parce que l'ancien système marche plus ou moins, c'est moins intéressant et c'est moins rentable de changer de système, même si ça l'est.
Et donc ça se produit beaucoup plus tardivement. Et en fait, qu'est-ce qui va produire la conversion? Je crois que j'ai employé ce mot la conversion des régions centrales, les grands défrichements pédérives, la conversion des régions centrales. Eh bien, on s'aperçoit que c'est quand la conversion des régions périphériques a eu lieu. Pour peupler ces régions périphériques, il a fallu affranchir les serfs. Il a fallu que le trop-plein de personnes qui existaient dans les anciennes régions soit libéré pour aller coloniser les nouvelles régions, où on leur fait d'ailleurs des régimes de faveur qui ne sont pas du tout le servage. On les installe comme métayers ou comme fermiers ou comme censitaires, ce qui est quand même tout à fait autre chose que le servage. C'est-à-dire que pour les attirer sur les nouveaux territoires, on leur promet tout simplement la libération. Eh bien, ce mouvement de colonisation vers l'extérieur et de libéralisation des serfs fait que, petit à petit, au centre, c'est plus la même chose. Il n'y a plus de serfs, de moins en moins, et si on veut les maintenir en esclavage, ils fichent le camp dans les zones de colonisation. C'est-à-dire que l'expansion du nouveau système à l'extérieur, en fait, allège la population des régions centrales et affranchit petit à petit cette population. Ce n'est pas l'abolition du servage qui produit la révolution agricole, c'est la révolution agricole qui produit l'abolition du servage. Enfin, on peut le voir comme ça, même si ceux qui vont coloniser sont des affranchis de fait, avec la permission du seigneur ou pas. En tout cas, ça se passe à peu près comme ça. Et finalement, ce qui semble bien avoir donné le coup de grâce aux anciens systèmes, c'est tout simplement parce que les nouvelles régions productrices en culture attelée lourde, avec tous les avantages de la culture attelée lourde, qui est, même sur des terres plus difficiles, beaucoup plus productive que l'ancien système, eh bien c'est tout simplement que ça provoque une baisse du prix des céréales partout, au XIe et au XIIe siècle. Et la culture attelée légère n'est plus rentable, même sur les bonnes terres. Et donc, ils sont obligés d'adopter le nouveau système, ce qui suppose un investissement important, bien sûr, puisque la différence de prix entre arrière et bas et tout le système d'outillage de la culture attelée lourde, c'est de 1 à 10. Donc c'est une formidable capitalisation aussi. Et on a tendance à pas bien voir ça. Il faut bien voir ce que font les monastères, il faut bien voir cette nouvelle sidérurgie, il faut bien voir ce nouvel artisanat, il faut bien voir ces paysans qui utilisent maintenant autant de fer qu'un seigneur, et il faut le renouveler assez souvent, et qui ont un niveau de capital par paysan. C'est énorme. Une charrue, une charrette, une stabulation, 4 vaches là où il y en avait une, etc. C'est énorme. C'est un décuplement du capital d'exploitation. Ça, il faut bien le voir. Cela dit, ce système a des limites. Je crois qu'on aura du mal à finir. Ce système a des vraies limites, parce que comme n'importe quel système, c'est pas parce qu'on nourrit 5 fois plus de vaches qu'on va avoir, on va dire, 5 ou 6 ou 7 fois plus de déjections animales sous forme de fumier, et que grâce à ça, on va pouvoir doubler ou tripler les rendements en céréales et étendre même les terres à céréales au détriment des pâturages. Je dis en passant que l'ancien saltus et les anciens pâturages, évidemment, maintenant, ils sont divisés en deux. Une partie qui reste en pâturage et une autre moitié qui est en prairie de fauche. Donc on passe du saltus ou du pâturage, tout simplement, ancien, antique, on passe à une partition du territoire entre les pâturages qui restent des pâturages et qui ne sont pas fauchés, et les prés de fauche qui occupent à peu près. Donc l'écosystème cultivé n'est plus du tout le même qu'avant. Les terres labourables sont plus étendues, le saltus est plus réduit, le saltus est divisé en deux parties, exploité totalement différemment, simple pâturage sur une moitié, on va dire, et prés de fauche sur une autre moitié, 4-5 fois plus de bétail, 4-5 fois plus de gens. L'écosystème, c'est un autre. Il n'y a pas d'ordre éternel des champs. C'est entre l'agriculture antique et l'agriculture du Moyen-Âge, il y a un changement de paysage, de population, de méthode, d'outillage. Ça n'a... Sauf que l'un est l'héritier de l'autre. Et sauf que ça se ressemble un peu quand on n'y connaît rien. Mais si on y connaît quelque chose, c'est pas du tout la même chose. Il y a autant de différences qu'entre une machine à vapeur et un moteur à explosion. C'est deux systèmes différents. Et changer de système,
et en plus changer de système social, on l'a dit au passage. Si ça ne s'appelle pas une révolution agricole et sociale, je ne sais pas ce que ça veut dire révolution. Sans doute ça veut dire on se bat, quoi. Mais si c'est ça que ça veut dire, alors on n'emploie plus ce mot-là. Hein. Il est pourtant bien pratique. Donc, alors, conséquence du développement de ce nouveau système, c'est que la population de l'Europe occidentale augmente dans des proportions considérables. Augmente dans des proportions considérables. Elle va doubler ou tripler, quoi. N'empêche que ce nouveau système, une fois que toutes les terres sont colonisées, une fois que tous les saltus sont partagés en prés de fauche et en pâture, une fois que les terres cultivables se sont agrandies, une fois même qu'on est passé du biennal quelquefois au triennal, bon, ça a une capacité de production limitée. Sur un territoire donné, un système, il a une fertilité utile limitée. Et donc, il y a une capacité de charge de la population qui est limitée. Ça peut tripler la population ou la quadrupler dans certains endroits. Ça ne peut pas supporter 10 fois plus de population. Alors ça, c'est un premier élément. Mais, donc, normalement, ce système, si on le pousse trop loin, si on laboure des terres qui ne vont pas résister au nouveau système, si on met un peu trop de bétail, il y aura surpâturage. S'il y a un peu trop de gens, on élargira un peu trop les terres labourables. Après, il n'y aura plus assez de fourrage. Enfin, le système, il a une espèce d'optimum en chaque lieu, des proportions optimum de l'écosystème. Et cet optimum, ça correspond, on va dire, à la population maximum que le système peut supporter. Si on veut aller plus loin d'un côté ou d'un autre, on déséquilibre le système et on entre dans une espèce de crise qui risque de se payer cher. Mais la crise du XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle, qui voit la population européenne s'effondrer de moitié, si ce n'est des 3/4, dans certaines régions, eh bien, elle n'est pas uniquement due à une espèce de surexploitation qui serait liée à l'accroissement trop important des bouches à nourrir et du bétail. C'est pas exactement ça. Le problème, c'est que dans sa phase d'ascension, le nouveau système se développait plus vite que la population et produisait des surplus assez importants. Il en fallait de toute façon, puisqu'il fallait la sidérurgie, puisqu'il fallait l'artisanat, puisqu'il fallait développer les nouveaux villages, etc. Donc il y avait une accumulation d'activités non agricoles. Mais la société, la seigneurie, l'Église, toute la partie de la société qui vivait des prélèvements sur les activités agricoles avait à sa disposition une société agraire qui produisait de plus en plus, et plus que ce que les paysans, dont la population augmentait, pouvaient absorber. Donc il y avait un espèce de surplus croissant qui a donné matière à cette explosion des villes au Moyen-Âge. Les villes antiques s'étaient plus ou moins effondrées à la fin de l'Empire romain et s'étaient pas vraiment reconstituées depuis. Au Moyen-Âge, dans cette période 10e, 13e siècle, les villes européennes se reconstituent et reprennent de l'importance. L'urbanisme se développe et puis, quand on ne sait pas quoi faire, je dirais, entre guillemets, de tout ce surplus et de toute cette capacité d'investissement, on peut se lancer d'une manière ou d'une autre dans des investissements somptuaires extraordinaires. Les châteaux commencent à fleurir, les cathédrales, les monastères, tout ça, ça demande beaucoup de travail, et les gens qui travaillent là, il faut bien les nourrir, donc ça demande des prélèvements de plus en plus importants sur la population. Mais il se passe un phénomène supplémentaire qu'on ne peut absolument pas passer sous silence. C'est que vers la fin de cette période, soit que les tensions commencent à se manifester, parce que la croissance agricole commence à plafonner, soit que ces surplus de plus en plus importants aient donné un certain appétit à certains acteurs qui étaient devenus très discrets dans la phase historique précédente, comme les royautés ou les grands princes d'Occident. Eh bien, on s'aperçoit que, les difficultés qui naissent provoquent des conflits entre paysans et seigneurs
parce que on ne peut pas continuer de prélever un surplus croissant quand la production plafonne, que la population continue d'augmenter, etc. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des disettes qui réapparaissent à la fin du XIIIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a une résistance paysanne et des jacqueries qui éclatent un peu partout. Les seigneurs, les féodaux, ils sont armés et organisés pour réprimer des soulèvements locaux dans leurs fiefs. Mais ils ne sont pas armés et organisés pour réprimer des soulèvements qui commencent à se produire un peu partout en même temps et qui tournent en jacquerie régionale, voire nationale de grande ampleur. Donc l'organisation politique et militaire de l'Occident féodal n'est pas en mesure, ne correspond pas au type de nouvelles guerres paysannes qui sont en train de se développer et qui n'avaient presque pas existé pendant les 2-3 siècles précédents. Et donc ils font appel à leurs suzerains. Et de proche en proche, ils finissent chez le roi de France ou chez le duc de Bourgogne ou chez le roi d'Angleterre. C'est-à-dire le féodal des féodales qui peut regrouper des forces à l'échelle d'un pays tout entier. Et le problème, c'est que ces gens-là, eux, ils n'ont pas le prélèvement direct sur leurs inféodés. Eux, ils vivent d'un petit fief qui n'est pas à la dimension du rôle politique et militaire qu'on leur demande de jouer. Alors, ils peuvent rassembler les forces des autres, mais quand même, il leur faut plus de ressources que leurs ressources féodales propres. Et donc, ils instaurent cette chose relativement nouvelle, qui est l'impôt d'État, sous des formes qui sont la taille, etc., la gabelle, etc. Et cet impôt, il s'accroît à proportion des ambitions de chacun de ces seigneurs, à proportion des conflits qui commencent à se déclencher entre eux pour contrôler la France, le roi de France et le duc de Bourgogne, ou la France, le roi de France et le roi d'Angleterre. Les prélèvements, on n'en est pas encore à la guerre de 100 ans, mais c'est juste après. Les prélèvements de l'État viennent se surajouter à tous les prélèvements précédents. Et quand on lit bien des gens comme Bonacieux, il montre que au début du XIVe siècle, le prélèvement d'État était de l'ordre du tiers de la production. Et donc ça s'était surajouté à ce qui existait avant. C'est-à-dire que les difficultés du système, les crises alimentaires, les crises politiques qu'il déclenche entraînent la création d'une force politique d'un genre nouveau, qui est l'absolutisme, qui est l'État centralisé, absolutiste ensuite, etc. Et cet État, il se nourrit en quelque sorte, en plus de tout le système qui préexistait. Et ça, il semblerait qu'avec le plafonnement du système, c'est la cause déclenchante de la crise du XIVe siècle. De famine en famine, puis de peste noire en peste noire, la population est divisée par 3 ou 4. Et ensuite, la guerre, on va appeler ça la guerre des États royaux en voie de constitution, dont la guerre de 100 ans, va régner pratiquement depuis 1400, fin du XIVe siècle, jusqu'à la fin du XVe siècle. Et la reconstruction du système, sur des bases qui sont connues, les outils, les techniques, tout ça, on sait faire, ça va assez vite. Ensuite, entre 1500 et 1600. Mais en 1600, la crise se reproduit, mais cette fois, elle n'aboutit pas. Les États sont constitués, elle n'aboutit pas. Il y a des disettes, et ces disettes vont durer pratiquement jusqu'en 1800, en tout cas en France. Alors, voilà l'an 1000. Population française de l'ordre de 10 millions d'habitants. Voilà 1300, population française un peu supérieure à 20 millions d'habitants. En sachant que la moitié sud de la France n'est pas touchée par la révolution agricole. Donc, ça veut dire que dans la moitié nord, on est passé de 5 millions d'habitants à 15. Et que dans la moitié sud, on est resté plus ou moins à 5. Enfin, en simplifiant, c'est ça. Et puis voilà la cascade des crises du XIVe siècle, avec un fond insondable. Et puis la reconstruction assez rapide au XVIe siècle. À partir du XVIe siècle,
la population dépasse ou se rapproche des 20 millions d'habitants, et à nouveau, on a une succession de disettes et de crises. Et puis, on s'aperçoit qu'un peu avant 1800, vers 1750, puis au XIXe siècle, on parle de la France, on voit cette fois qu'une nouvelle courbe d'accroissement de la population se dessine, qui fait passer la population française en un peu plus d'un siècle de 26-27 millions d'habitants à la veille de la Révolution à pratiquement 40 millions d'habitants sur le même hexagone en 1900. Donc, entre le XVIIe siècle en France, on va dire, et la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un nouveau changement de système agraire, on peut en formuler l'hypothèse, s'est produit. Et ce changement de système agraire, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mise en place de systèmes qui sont toujours des systèmes à culture attelée lourde, toujours dans les régions tempérées, mais c'est d'abord dans les régions tempérées froides, ça sera la suite de la révolution agricole du Moyen-Âge, mais on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, ces systèmes sans jachère et culture attelée lourde, ils vont petit à petit gagner les régions méridionales qui n'avaient pas connu la révolution agricole du Moyen-Âge. Donc, c'est comme ça, c'est pas linéaire tout le temps, partout. Alors, en quoi ça consiste ? Les nouveaux systèmes qui se mettent en place et qu'on appelle sans jachère sont des systèmes dans lesquels les anciennes jachères ont été converties en culture fourragère. Des légumineuses, hein, des raies gras, des fléoles, etc. Ce qu'on appelle les prairies artificielles, quelquefois mélangées avec des légumineuses comme le trèfle, le sainfoin, ou quelquefois simplement des légumineuses. Et donc, on passe à des rotations qui ont une allure triennale, puisqu'on avait céréales d'hiver, céréales de printemps, et puis une longue jachère de 15 mois. On était passé à l'assolement triennal avec la révolution agricole du Moyen-Âge dans la plupart des régions. Et là, la grande jachère de 15 mois va être remplacée par des cultures fourragères, graminées ou légumineuses, ou mélange des deux. Et puis la petite jachère, qui était entre la céréale d'hiver et la céréale de printemps, hein, on récolte la céréale d'hiver en juillet, août, et on va semer l'orge ou l'avoine au printemps suivant, 8 ou 9 mois après. Et la céréale de printemps, elle est semée au printemps, elle est récoltée en juillet, et elle dure 3 ou 4 mois. Donc on était dans des rotations triennales où il y avait jachère de 15 mois, céréale d'hiver de 9 mois, petite jachère de 8 ou 9 mois, suivie d'une céréale de printemps de 3 ou 4 mois, et tout ça, ça nous faisait 4 x 12, 36 mois. Hein. C'était une rotation de 3 ans. C'était une rotation de 3 ans avec jachère. Et là, on passe à une rotation de 3 ans, pratiquement sans jachère, puisqu'on peut semer, par exemple, du trèfle en même temps que l'orge, en même temps que la céréale de printemps, donc qui est la deuxième céréale de la rotation. Et le trèfle, on en aura à récolter déjà. La récolte de l'orge a lieu en juillet, août, et on aura une pousse du trèfle qui a été semée en même temps que l'orge, sous couvert d'orge, on dit, et on pourra même avoir une première récolte de trèfle en septembre, début octobre. Petite récolte, mais c'est pas insignifiant. Et puis, l'été suivant, on aura en juin environ une deuxième coupe de trèfle. Et puis, en septembre, avant les semis, on aura éventuellement une petite récolte de trèfle ou un petit pâturage, à condition de faire attention de ne pas envoyer des animaux qui météorisent. Et donc, ces 15 mois de jachère qui produisaient rien et qui donnaient beaucoup de travail vont pouvoir être utilisés pour une production fourragère qui est aussi importante que celle d'un pré de fauche, voire davantage. Ensuite, deuxième jachère, c'est celle qui sépare le blé, céréales d'hiver de 9 mois, et le semis de l'orge, céréales de printemps de 9 mois, donc on va dire de août
à mars suivant, 8 ou 9 mois, eh bien, on peut, à partir de septembre, si on a pris la précaution de faire dans une petite pépinière pour des navets ou des betteraves fourragères ou quelque autre plante de ce genre, ou choux fourragers, et on peut planter, dès qu'il pleut un petit peu en septembre, on peut repiquer et planter ces navets à la place de la petite jachère. Et ces navets qui résistent assez bien au froid, on pourra les récolter jusqu'en décembre et quelquefois même davantage. Ou on peut semer éventuellement aux premières pluies à la volée un colza fourragé ou un navet fourragé qui sont pâturables ou récoltables à l'automne. Autrement dit, la première révolution agricole des temps modernes, c'est le remplacement des jachères par des cultures fourragères. Moyennant quoi, sur vos 2 jachères, la grande et la petite, vous obtenez une production fourragère qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on avait sur les prés de fauche et les pâturages à côté. Donc cette révolution agricole-là, elle permet pratiquement de doubler le bétail. Vous doublez le bétail et donc vous allez doubler les produits animaux. Bien sûr, le lait, le cuir, la laine, etc. Mais vous doublez aussi la production de fumier. Et cette fois, vous n'aurez plus assez des fougères et des genêts et des feuillets de la forêt pour mettre des litières. Cette fois, vous êtes vraiment obligé de couper vos céréales, non plus en tête avec des faucilles, mais de les couper en pied avec des faux. Et à ce moment-là, il faut armer votre faux de quelques dents pour que quand vous coupez vos céréales, vous les ramassez et regroupez, puis vous les posez de manière à pouvoir les ramasser, les mettre en gerbe, etc. Donc l'usage de la faux comme instrument à couper les céréales date du moment où on n'a pas assez de litière venant du saltus ou de la forêt. Sinon, on a intérêt à avoir une litière qui vient du saltus et de la forêt. Parce que ça vient de la zone non cultivée, c'est un transfert de biomasse sur les terres labourables. Tandis que les pailles, c'est pas très... Enfin, d'abord, faut les couper, il faut les lier et transporter, ça fait du travail aussi. Mais ça fait pas un transfert. C'est de la biomasse que vous prenez sur les terres labourables et que vous remettez finalement sous le cul des vaches et qui vont se retrouver dans le fumier, toujours sur les terres labourables. Donc, transfert zéro. Donc, c'est un peu moins avantageux pour la reproduction de la fertilité qu'une litière qui vient d'ailleurs. N'empêche que là, on est obligé d'y passer parce que tout ça, ça s'est étendu, il n'y a pas de litière suffisante, puis peut-être on a de moins en moins le temps d'aller courir après les feuillets. En tout cas, on coupe les pailles et on les amène, on bat les céréales à la ferme et ces pailles, on les garde comme litière et on les met sous le derrière. Alors, donc, doublement du fumier, et un doublement du fumier, sans simplifier à l'extrême, ça vous permet presque de faire un doublement du rendement des céréales. Donc, vous voyez, la révolution agricole du Moyen-Âge, elle a fait passer les rendements bruts de 5 quintaux à 12 ou 13 quintaux, les rendements nets de 3 quintaux à 9 quintaux, ce qui est énorme, 3, 9, ça fait 3 fois plus. Et là, vous allez mettre non plus 10 ou 15 tonnes de fumier pour votre céréale, mais vous allez en mettre le double, 20 ou 30. Ce qui va être un vrai problème de comment l'enfouir et comment en tirer parti, d'ailleurs. Et là, vous allez avoir des rendements de céréales qui vont passer sur les bonnes terres, vers 15 quintaux, 16 quintaux, etc. Donc, la révolution, cette nouvelle agriculture, elle peut pratiquement doubler la production animale et doubler la production végétale. Il reste une chose à expliquer, et on peut la faire pratiquement avec les outils qu'on avait jusque-là. Ce n'est pas, au départ, un changement d'outillage. C'est vraiment un changement de méthode d'écosystème cultivé. C'est un changement de rotation. C'est pas parce qu'une rotation est triennale et qu'elle reste triennale que c'est la même. Ça dépend ce qu'il y a dedans. La rotation triennale n'a pas disparu avec la mise en culture des jachères et les nouvelles rotations triennales ne sont pas du tout les mêmes que les anciennes. Moi, je lis dans les copies ou dans les livres, on arrête de faire de l'assolement triennal. En général, ça reste triennal ou sextennal, un multiple de 3, on verra ça dans un instant, si on a le temps. Ça va être juste. Vous pouvez causer après-midi, là? Parce que là, on va à peine finir à midi. Mais c'est vrai que c'est chargé, le programme. Alors, je reviens.
Donc la mise en culture des jachères, ça permet pratiquement de doubler les productions végétales et animales. Mais il reste quand même un mystère agronomique insondable. Parce que les vaches, c'est pas elles qui font la matière organique. Le fumier, c'est pas lui qui fait la matière organique. La culture fourragère à la place de la jachère, bon, c'est elle qui produit la matière organique. Et cette matière organique, elle est effectivement désormais mangée par les vaches, elle est dans le fumier, elle sera enfouie. On comprend bien. Mais ça ne nous explique pas. En dernière analyse, les plantes cultivées, les céréales que vous cultivez, elles absorbent pas de la matière organique. Nous, on absorbe de la matière organique, mais pas les plantes. Les plantes, elles absorbent des matières minérales, azotées, potassiques, phosphatées, qui sont en solution, qui sont des matières minérales en solution dans l'eau du sol. C'est ça que les racines avalent. Alors d'où viennent les matières minérales 2 fois plus importantes qu'absorbent désormais les céréales de la rotation triennale et qui vont permettre d'exporter 2 fois plus de matières minérales à travers les récoltes et qui seront consommables par les hommes. Ça, c'est le mystère. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui va nous ramener à notre première leçon, d'où vient la fertilité minérale d'un sol. Alors, est-ce que le fait de cultiver la jachère va accélérer la solubilisation des roches-mères? Peut-être un peu, puisque finalement, il y a plus de biomasse, plus de matière organique morte, plus d'humus, donc plus de vie, de micro-organismes dans le sol, et donc plus d'acide humique. Ça se peut que ça soit un peu plus agressif pour les particules de limon qui se solubilisent à leur surface et qui alimentent la solution du sol en minéraux assimilables par les plantes. Peut-être un peu. Plus il y a de matière, enfin pas plus il y a de matière organique, s'il y en a trop, vous eutrophisez, vous asphyxiez tout. Mais un peu plus de matière organique, et donc d'acides humiques, un peu plus de vie microbienne, ça peut accroître un peu la solubilisation, la solubilité. La mise en solution des éléments minéraux qui sont dans les minéraux du sol. C'est sûr. Deuxièmement, c'est clair que plus de micro-organismes, ça peut faire plus de fixation d'azote de l'air par les micro-organismes libres. Troisièmement, c'est bien évident que si vous avez quelques légumineuses fourragères dans vos nouvelles cultures fourragères, il y aura fixation d'azote. Tout ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que vraiment cette fixation d'azote nouvelle, d'abord, si on met pas de légumineuses fourragères, ça marche aussi. Hein. Est-ce que cette double fertilisation minérale, puisque doublement des récoltes, est-ce que ça vient de plus de fixation d'azote de l'air et de plus de solubilisation des roches-mères? Non. Alors ça vient d'où? Ça vient de toute façon des plantes qui ont été consommées par les animaux, etc. Donc ça veut dire que ces plantes, elles ont absorbé plus de minéraux. Pour pouvoir les restituer à travers le circuit là, de l'engrais vert et des déjections animales, il faut que les racines aient absorbé plus de minéraux. Or, on s'aperçoit que les roches-mères n'ont sûrement pas produit tellement 2 fois plus de minéraux, etc. C'est pas possible, ça. Et donc, on est obligé d'en déduire que quelque part, ça vient non pas d'une addition, mais d'une soustraction. Ça veut dire que vos plantes fourragères, à la place de la jachère que vous laissez pleinement se développer, s'enraciner, elles ont pompé votre solution du sol, pas seulement beaucoup plus que ne l'aurait fait la jachère, les jachères que vous matraquez 3-4 fois par des labours. Ça veut dire que c'est bien cette biomasse que vous laissez se construire là, sous forme de culture fourragère, qui absorbe et qui stocke et qui remet en circulation à la surface du sol des matières minérales qui, sinon,
Et on en revient aux premières leçons qui, sinon, auraient été lessivées. Car nous sommes dans des climats tempérés où les sols, pendant l'automne, arrêt de la végétation, pendant l'hiver, arrêt de la végétation, jusqu'au début du printemps, toujours arrêt de la végétation, eh bien ces sols reçoivent plus d'eau qu'ils en évaporent ou en transpirent, puisque la végétation est arrêtée, et donc ces sols sont des sols lessivés. Depuis les pozzoles de la taïga jusqu'aux terres rouges méditerranéennes, nous sommes dans l'espace des sols lessivés. C'est-à-dire qu'une bonne moitié des éléments minéraux qui sont disponibles dans la solution du sol pendant l'année, en réalité, ne restent pas dans le sol, mais fichent le camp par lessivage dans les nappes ou par lessivage oblique. Et donc, c'est bien la reconstruction d'une biomasse pendant les périodes de jachère, là où on passait son temps à détruire la biomasse. La jachérer, ça veut dire labourer, travailler, aérer. Donc la jachère, c'est la terre travailler jusqu'à plus soif pour qu'il ne s'y développe rien. Et s'il ne s'y développe rien, c'est le maximum, c'est ce qui pousse à un maximum de lessivage. Donc quelque part, la mise en culture de la jachère, c'est la reconstruction d'une biomasse stockant des matières minérales qui sinon auraient été lessivées et les stockant pour les remettre en circuit dans l'écosystème cultivé. Donc la mise en culture de la jachère, c'est l'arrêt du lessivage. De même que vous savez bien aujourd'hui, quand on met de l'azote pendant l'hiver, vous savez bien que ça ne sert à rien pendant l'été, que ça va dans les nappes. Ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée aujourd'hui, ça consiste à mettre l'azote quand on est sûr que c'est les plantes qui vont l'absorber. Donc, quelque part, on a fini par comprendre les vertus de la première révolution agricole. C'est toujours très long. Hein? Mais c'est peut-être parce qu'on pouvait gaspiller aussi. Alors, voilà donc un peu cette première révolution agricole des temps modernes. Alors, la quantité de fumier qu'on arrive à produire comme ça, on était à 15 tonnes, on va dire, on est à 30 tonnes, mais il y a des endroits où on est à plus que 30 tonnes de fumier par hectare de céréales. Alors, c'est presque trop. C'est presque trop, on a du mal à l'enfouir. Il y a des sols sur lesquels il n'arrive pas à se décomposer suffisamment, et donc où ça ne va pas être un gain de faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on a trop de fumier pour qu'il soit entièrement utile, eh bien on fait tout simplement une partie des jachères. Monsieur Mazoyer, je m'excuse de vous interrompre, mais il reste juste 5 minutes. Oui. Si vous pouviez conclure, et malheureusement, nous n'aurons pas le temps de faire les questions, puisque ensuite, on doit préparer la salle pour une autre opération. Merci beaucoup. Donc, si on a trop de fumier, eh bien, ce qu'on fait simplement, c'est qu'une partie des jachères, on ne les cultive pas en fourrage. On n'en cultive que la moitié en fourrage, et l'autre moitié, on la cultivera en plantes exigeantes et non pas des plantes qui exigent une fertilité supplémentaire, comme des pommes de terre, de la betterave à sucre, etc., ou du lin, ou du chanvre, etc. Donc on va gérer l'ancienne sol de jachère, on va, suivant les terrains et suivant les régions, on va convertir toute la jachère en culture fourragère, ou les 3/4 de la jachère en culture fourragère, ou la moitié de la jachère en culture fourragère, ou le quart de la jachère en culture fourragère, et le reste, on va le faire, on va remplacer la jachère par des plantes sarclées qui sont nettoyantes puisqu'on va les biner, mais qui ne sont pas fournisseuses de matière organique, ou en tout cas pas beaucoup, et qui vont bénéficier de la fertilité ainsi accumulée. Donc, on va rentrer dans des rotations qui sont des multiples de 3 le plus souvent. Mais il y a aussi des régions méditerranéennes ou ailleurs où on va rentrer dans des rotations qui sont des multiples de 2. Toujours est-il que, en gros, la révolution agricole du 18e, 19e siècle, dont on n'a pas bien cerné les liens et les conséquences, permet un doublement de la production agricole, végétale et animale en Occident. Et c'est à mettre en relation avec la première révolution industrielle, parce que finalement, les surplus produits par l'agriculture, c'est ça qui permet de nourrir
une population industrielle, commerçante, urbaine, de plus en plus grande importance. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a fini un peu en catastrophe, mais on se rattrapera la prochaine fois. Merci.